Salut mon public, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Oh yeah! Oh yeah! Extraordinary! Est-ce que tu connais un peu l'histoire de Napoléon Ier? Est-ce que tu as étudié ça à l'école? Ça t'a plu ou pas? Générique. Et celui-là, c'est mon meilleur pote, il s'appelle Eugène. Voilà, je vous le présente, il est trop sympa. Et on peut même dire que c'est Eugène Dinari. Hein, Eugène? Hein? Je sais pas s'il parle. Bien sûr que si, je parle, frérot. D'accord. Chelou, hein, chez moi, c'est très chelou. Non. Ah si. Il était une fois en 1820 à Sainte-Hélène. Depuis le 16 octobre 1815, l'empereur des Français est tenu en exil sur l'île de Sainte-Hélène, sous l'étroite surveillance des Anglais, ses ennemis de toujours. Malgré l'isolement de cet îlot rocailleux perdu au milieu de l'Atlantique Sud, ils redoutent une évasion de leurs illustres prisonniers. À la tête d'une petite garnison, le gouverneur de l'île, Hudson Lowe, surveille Longwood House. C'est dans cette maison rustique, battue par le vent du large, que l'empereur déchu vit ses derniers jours dans un climat étouffant, à la fois chaud et humide, retranché avec un carré de fidèles, rongé par la maladie et l'amertume. J'ai chevauché à travers tant de plaines et de vallées. J'ai franchi des mers et des cols escarpés. J'ai traversé des déserts de sable et de glace. J'ai commandé des milliers de soldats et gouverné des millions d'hommes. J'ai renversé des trônes et bâti un empire. J'ai rétabli des cultes et brisé des idoles. J'ai vu la rage des flammes et le feu des canons. J'ai vécu sous des orages et des ciels de plomb. J'ai connu du courage et de la trahison. J'ai vu des gouffres et des sommets. J'ai vu des immensités. Et me voilà sur un rocher, aigle aux ailes brisées, Prométhée enchaîné, l'oiseau de malheur qui me dévore les tripes et mon géolier. Le médiocre Hudson Lowe. J'ai vu des Tartares, des Coacs, des Kalmouks, mais jamais une figure aussi repoussante et sinistre. Il ne m'épargne aucune mesquinerie et s'obstine à m'appeler Général Bonaparte. Moi, l'empereur des Français, Napoléon, le petit Corse, l'ogre, le perturbateur du repos du monde. Mes ennemis m'ont appelé bien des manières. Quant à mes amis, ils m'ont tous trahi, presque tous. L'homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a. L'homme, au sommet du pouvoir, est le seul d'entre tous. Il ne connaît que des courtisans et des adversaires. Et quand le pouvoir l'abandonne, il ne lui reste rien. Le néant. Rien ne résiste au temps. Ni les empires, ni les serments, ni même les falaises de cette île, condamnées par l'érosion. Après ma chute, la fortune m'ordonnait de mourir. Et l'honneur m'ordonnait de vivre, car je suis déchu de ma puissance, mais je ne le suis pas de ma gloire. Je dois rendre témoignage à la vérité. Mes compagnons d'exil prennent en note chacune de mes paroles dans leur carnet, en espérant qu'un jour celles-ci valent de l'or. Mais je ne suis pas dupe. La plume finira par trahir la pensée. Les historiens feront couler plus d'encre sur mon épopée qu'elle n'en a fait couler de sang. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Le temps et l'injustice peuvent maltraiter mon corps, mais mon âme reste libre et indépendante, comme je l'ai été à la tête de 300 000 personnes. Je m'envole par la pensée, je m'évade de ce maudit rocher. Je m'évade de ce maudit rocher. Tandis que je respire, ma légende m'appartient. Chaque matin, elle m'étreint, et je me souviens 1769 à Ajaccio. Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio le 15 août 1769 à la fin du règne de Louis XV, au lendemain du traité par lequel Genèse céda ses droits sur la Corse à la France. Sa famille, de lointaine origine ligure, compte parmi les notables de l'île, mais sans grande fortune. Son père, Charles Bonaparte, est avocat au Conseil supérieur de l'île. Sa mère, Laetitia Ramolino, règne avec autorité sur une fratrie de 8 enfants, dont Napoléon, de son nom de baptême, est le second fils. C'est la fratrie catastrophe, hein? La fratrie catastrophe. Est-ce l'ironie du sort? Ma vie qui a commencé sur une île s'achève un demi-siècle plus tard sur une autre île. Et quelle île? Au parfum de son maquis, les yeux fermés, je reconnaîtrais de loin la Corse. Que donnerais-je pour humer encore une dernière fois ces senteurs d'olivier, de genévrier et de romarin? La Corse est ma terre natale, mais les aléas de la vie m'ont fait naître français à un an près. On n'échappe pas à son destin. Il me faudra pourtant longtemps avant d'accepter cette mère patrie, adoptive et dominatrice, qui m'était étrangère. Ma véritable mère s'appelle Laetitia, une Corse au caractère bien trempé, qui tient le gouvernail familial d'une main de fer.
L'avenir d'un enfant n'est-il pas l'œuvre de sa mère ? Enceinte de moi, elle avait déclaré « Il sera le vengeur de la Corse !» Pouvait-elle imaginer que mon destin serait de dominer l'Europe entière ? Mes parents me prénomment Napoléon, en hommage à un oncle qui est tombé pour la Corse. Plus qu'une famille, nous formons un clan, fidèle au général Paoli, qui lutte pour une Corse libre et indépendante. Il est le héros de mon enfance. Nommé député à l'État de Corse, mon père, Carlo Maria, finit par servir la cause française par opportunisme, ou plutôt par réalisme. Des places sont à prendre, et il faut bien faire bouillir la marmite. Aveuglé par ma fougue enfantine, je mettrai du temps à lui pardonner cette trahison de cette cause sacrée. Beauté de l'enfance, temps béni de l'innocence. Je suis ce petit garçon qui ignore son destin. Mais j'ai déjà un tempérament combatif. Je participe volontiers aux échauffourées avec les gamins du quartier, qui me surnomment Ribullion, le bagarreur. Souvent, je m'évade, courant dans la garrigue ou arpentant le bord de mer. Je me revois seul, libre, juché par les falaises, les cheveux caressés par la brise. Je me laisse porter par mon imagination. 1779 à Brienne. En tant que cadet, Napoléon est destiné au métier des armes, comme le veut la tradition. Son père lui obtient une bourse à l'école militaire de Brienne, en Champagne, l'un des 12 établissements destinés à l'instruction des enfants issus de la noblesse, préparatoire à la Grande École militaire de Paris. Napoléon est âgé de 10 ans lorsqu'il rejoint l'école de Brienne, en mai 1779. Il y restera pensionnaire 5 années, jusqu'à octobre 1784, dans un pays qu'il découvre pour la première fois. Seule une pensée ardente pour ma chère Corse réchauffe mon cœur d'enfant solitaire et ombrageux. Ces fils de grande famille ou de nobliaux se gaussent de mes origines et de mon accent. Je prononce encore mon prénom Napoléoné, ce qui me vaut le sobriquet de la paillonnée. Moi, le boursier pauvre. Moi, l'étranger. Maître et élève me détestent cordialement. Et je leur rends bien, me repliant sur moi-même, pur et dur, capable, déjà, seul contre tous, de rendre coup pour coup. Toujours seul au milieu des autres, je rentre en moi-même pour rêver et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. Je meuble la forteresse de mon esprit grâce à la littérature et aux mathématiques, dévorant d'entiers traités d'arithmétique. J'arriverai même à affirmer que tout ce qui n'est pas fondé par des bases physiques et mathématiques doit être proscrit par la raison. Plus tard, j'apprendrai que l'on gouverne plutôt les hommes par les passions. Malgré tout, je conserve une tendresse pour Brienne, car c'est là que j'ai ressenti les premières impressions de l'homme. C'est là que j'ai forgé une invisible cuirasse qui me renforcera contre les affres de la vie. 1788 à Paris. À la fin de l'année 1784, Napoléon, âgé de 15 ans, quitte Brienne pour rejoindre l'école militaire de Paris, où il intègre la compagnie des cadets gentilshommes. Un an plus tard, ayant réussi l'examen, 42e sur 58, il est reçu sous-lieutenant et affecté au régiment d'artillerie de la Fère, en garnison à Valence puis à Auxonne. À partir de 1787, profitant de congés semestriels, Napoléon alterne les séjours entre la Corse, Auxonne et Paris à la veille de la Révolution. Je me trouve beau. Je suis beau ou pas ? Attends, si je suis beau, dis-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Je me souviens de mes premiers pas à Paris, cette ville sordide et splendide, la capitale de tous les possibles. Durant cette année, à l'école militaire, je vis cloîtré la plupart de mon temps dans ma chambre, où je décortique les stratégies militaires dans les manuels à la lueur d'une chandelle. Comme à Brienne, je ne supporte pas les inégalités de traitement calculées en fonction des quartiers de noblesse. Je vais même jusqu'à proposer au directeur de l'école un projet de règlement qui interdira les démonstrations liées à la fortune. Abolir les privilèges. J'étais en avance. En bonne insulaire, je suis d'abord attiré par la marine. Mais l'appel du large cède finalement à celui de l'ambition. Ma mère, fine mouche, a su me convaincre de miser sur l'artillerie. Reçu à l'examen, je revais mon premier uniforme d'officier. Le plus beau de toute ma vie. On devient l'homme de son uniforme, j'ai coutume de dire. Ce premier uniforme fait de moi un sous-lieutenant, un soldat. Autrement dit, un homme. Un autre événement vous transforme en homme. La mort du père. La première année de mon affectation,
Le mien succombe à un cancer de l'estomac. Je l'avais revu qu'une seule fois, depuis mon entrée à Brienne. Je me sens désormais une responsabilité dans la gestion des affaires familiales, car la main de mon frère Joseph manque de fermeté. Des congés semestriels me permettent de rentrer en Corse, là où je rencontre pour la première fois mes jeunes frères et sœurs, Caroline, Jérôme et Pauline. De retour à Paris, 1 an avant la Révolution, les rues sentent déjà la poudre. Louis XVI a convoqué les États généraux. Des libellés sulfureux circulent sous le manteau. Dans ce monde qui ne tient qu'à un fil, je musarde les libraires. Je flâne dans les jardins du Palais Royal, où je perds mon temps et ma virginité dans les bras d'une prostituée bretonne. Autant de premières fois qui font de moi un homme, en attendant de devenir un grand homme. Je suis une petite andouillette, moi. 1793. À Toulon, Bonaparte est à la veille de ses 20 ans quand la Révolution éclate. Encore très attaché à la cause corse, il va de désillusion en désillusion et finit par se brouiller avec le général Paoli. En garnison à Auxonne à l'été 1789, il revient à Paris en mai 1792, promu capitaine tandis que la Révolution se durcit. Le 10 août, il assiste à la prise des Tuileries qui provoque la déchéance de la monarchie. 1 an plus tard, il est envoyé au siège de Toulon, ville livrée aux Anglais par les insurgés fédéralistes et royalistes. Sous le commandement du général Cartaux, le siège piétine et offre à Napoléon une première occasion de s'illustrer sur la grande scène de l'histoire. Dans les révolutions, il y a 2 sortes de gens, ceux qui les font et ceux qui en profitent. Je suis d'abord le spectateur de la Révolution, tantôt émerveillé par les promesses de cette nouvelle aube, tantôt horrifié par les infamies qui jaillissent du chaos. Le triomphe de la raison avait déchaîné les passions. À quoi bon renverser l'ordre ancien pour laisser régner le désordre? La Révolution m'apparaît comme une opportunité pour la Corse, avant de sentir qu'elle porte en elle une idée plus vaste. Désormais, c'est en français que j'agis. Remarqué par Austin Robespierre, le frère de l'incorruptible, on me confie le commandement de l'artillerie pour libérer Toulon de l'emprise anglaise. Cette occupation étrangère risque d'être la tête de pont d'une invasion des ennemis coalisés contre la France. Je suis arrivé à Toulon en capitaine et j'en repars en général de brigade. Pour la première fois, ma propre histoire se mêle à celle de la France. Bientôt, les deux ne feront plus qu'une. 1795. Joséphine. Quelle histoire d'amour. Bonaparte rencontre Joséphine de Beauharnais dans le salon de Teresa Taillin, où gravitent les personnages les plus en vue du Directoire. Ce régime politique est instauré par les républicains modérés de la Convention thermidorienne, après la chute de Robespierre le 9 Thermidor en 2. Ouais, en gros, c'est comme ça qu'il parlait et qu'il donnait des dates à l'époque. Donc c'est le 27 juillet 1794. Malgré le succès de Toulon, Bonaparte, suspecté de sympathie robespierriste, a été emprisonné quelques jours. Il revient en grâce après avoir maté sans pitié l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire en 4. Le 5 octobre 1795. Sans affectation et sans solde, il ronge son frein en attendant des jours meilleurs. Douce et incomparable Joséphine. Ce soir-là, elle est vêtue d'une robe légère en mousseline de coton et coiffée avec quelques rubans. D'où tombent ses boucles brunes. La mode est au retour à l'antique. Telle une veste nonchalante, lascive, provocante, elle se tient à moitié allongée sur une méridienne dans le salon de Madame Taillin, en compagnie de Juliette Récamier. Ce sont les 3 grâces du Directoire, les favorites du nouveau régime, dont Barras est l'homme fort. Joséphine rit aux éclats en ma présence. S'amuse-t-elle de mon allure d'un demi-soldat fagoté comme un as de pique? Avec ma redingote râpée et ma culotte trouée, je ne suis pas à mon avantage avec ces merveilles. Ces salonnières frivoles qui se donnent des airs comme des déesses romaines. Mais les apparences sont trompeuses. Joséphine est la veuve du général Alexandre de Beauharnais, guillotiné sous la Terreur, avec qui elle a eu 2 enfants, Eugène et Hortense. Je m'enivre de son parfum, qui laisse un sillage de vanille ou d'autres saveurs exotiques. Marie-Joseph Rose de Beauharnais se laisse surnommer Rose par ses nombreux amants. Je la rebaptise Joséphine, comme pour lui faire une virginité. Les femmes ne sont-elles pas l'âme de toutes les intrigues? Joséphine suit, saisit, devine tout. Son intuition m'est précieuse. Je l'épouse le 19 Ventose en 4. 9 novembre 1976. Pour la première fois, je pars à la guerre au milieu des hommes,
avec le cœur tout plein d'une femme. 1796. Il y a une mouche. Bon. La première campagne d'Italie oppose pendant 1 an la République française aux forces coalisées de l'Empire d'Autriche et du Royaume de Sardaigne en Italie du Nord. Le général Bonaparte, âgé de 27 ans, montre ses talents de stratège au cours d'une série de victoires, dont celle d'Arcole, au sud-est de Vérone, du 25 au 27 Brumaire en 5. Ça veut dire en gros le 15 et le 17 novembre 1787. Au-delà de ses responsabilités militaires, il se montre capable d'initiatives politiques servies par une propagande savamment orchestrée qui le place désormais comme un personnage de premier plan. Lorsqu'il m'investit du commandement de l'armée d'Italie, le directoire n'escompte pas de faire des victoires décisives, mais plutôt des offensives factices en vue de faire diversion. Il faut dire que, sur le papier, l'armée française ne fait pas le poids. À mon arrivée à Nice, je passe les troupes en revue. Je conduis l'armée dans la péninsule avec une stratégie simple. Empêcher la jonction des forces de l'ennemi en battant piémontais et autrichiens séparément, coup sur coup. La vitesse et la hargne sont nos meilleurs atouts. Mais face à la puissante armée autrichienne, c'est une autre paire de manches. Nous manquons de tout, sauf de vaillance. Cette victoire m'ouvre les portes de Milan, où j'entre en libérateur. Je suis maître du Piémont et d'une partie de la Lombardie. Une partie de l'armée autrichienne campe devant le pont d'Arcole, sur l'Alpone, un afflux de la digue. Prendre Arcole, c'est couper le ravitaillement et menacer les arrières de l'ennemi. Ce pont est la clé de la victoire. La bataille va durer 3 jours. Il faut vaincre ou périr. C'est alors que j'empoigne l'un des drapeaux de la 5e demi-brigade et m'élance en première ligne sur le pont. Moi, le général en chef, sous une pluie de feu, je plante le drapeau au milieu du pont. Les grenadiers viennent à ma rescousse et dans la confusion me font tomber du pont.